Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast, épisode 51, l'épisode du pastis. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu, mon cher Thiergo? C'est dégueulasse le pastis. Non, j'aime pas ça non plus. Non, En fait, c'est... Je sais pas Ouais, pourquoi non, je dis ça, non, parce que ça juste avant tu me dis épisode 51, et du coup je dis tiens, c'est le numéro du pastis. Bon, là, Voilà. je dis ça. Voilà. Aucun intérêt. J'aime pas ça. Vivement l'épisode 69. Ah. Voilà, c'est un épisode de mec. Oh putain, faut qu'on recommence l'intro, c'est pas possible. Bon alors, comment ça va? T'as pas répondu au final? Écoute, ça va fort bien. Il s'est passé plein de trucs depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Et j'ai appris ce matin que le troisième lundi de l'année est appelé Blue Monday, qui est censé être le jour le plus déprimant de l'année. Bon voilà, je vous la fais courte. Oui, mais j'ai vu ça, j'ai pas compris, j'ai pas lu l'article. Non, mais apparemment c'est un psychologue qui a fait des calculs. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais en fait, moi, bizarrement, j'étais à l'opposé de la déprime. Je suis en train de me dire, on va faire le podcast, ça va être génial, il y a plein de trucs à raconter, donc je suis chaud patate. Ben, on l'avait annoncé sur les autres podcasts, on avait dit, vous inquiétez pas, peut-être qu'on est nul, mais au moins, il se passera des choses à l'intersaison, et bah ça loupe pas. Et donc, il y a plein de choses à voir sur ce podcast. Avant qu'on commence, eh bien, n'hésitez pas, puisque j'ai vu ça tout à l'heure, sur YouTube, nous sommes à 199 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on dépasse les 200, ce serait pas mal parce que pour une chaîne où on fait finalement pas encore beaucoup de vidéos mais surtout des podcasts spécifiques à une équipe de football américain qui n'est pas un sport très populaire en France, bah, c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner et également sur les différentes plateformes. Thiergo, si tu peux dire un mot sur les différentes plateformes de podcast. Bah là, je pense que celle qui a le plus d'abonnés, c'est Spotify. Alors, j'ai pas les statistiques parce que je les ai pas cherchées, mais sachez que vous pouvez aussi vous abonner via Apple Podcast et Google Podcast. Il doit y avoir une ou deux personnes qui sont dessus. Sachez que sur Spotify, depuis le début d'année, maintenant, vous pouvez mettre une note de 1 à 5, de préférence 5. Voilà. Et je crois que sur Google Podcast et Apple Podcast, vous pouvez mettre des commentaires et même mettre une note. Donc n'hésitez pas à le faire, ça nous donne de la visibilité, ça attire plus de monde, ça contribue à ce que le sport soit aussi un peu plus connu et surtout les Giants. Mais en tout cas, on est super content d'avoir toute cette communauté autour de nous qui grandit à chaque épisode. Ouais, idem sur YouTube, vous pouvez évidemment liker et commenter, bien évidemment. Et c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais en fait, à travers ce boulot, c'est évidemment les Giants qu'on représente, mais en fait, l'intégralité des franchises qui ont leur compte, qui ont leur podcast, qui font des vidéos, des animations, enfin, chacun essaye vraiment d'animer autant qu'il peut. Et bien, c'est vrai que ça fait vivre la communauté française, et puis on prend tous sur notre temps pour faire ça, donc c'est bien cool. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Vous vous rappelez le dernier podcast, on était avec Greg et pendant le podcast, eh bien, on s'en doutait un peu. Il y a eu l'annonce de la retraite de Gettleman, une retraite plus ou moins forcée, on le sait. On en a parlé un tout petit peu. Je ne sais pas si tu veux dire des choses là-dessus, mais en tout cas, on va pouvoir faire un petit package puisque 2 jours après, je crois que c'est 2 jours après ou le lendemain, je ne sais plus, 2 jours après. C'est le lendemain. Lendemain direct, ok, ouais. Le lendemain, Joe Judge, alors on a eu pas mal de choses, des gens qui disaient pour l'instant Joe Judge reste, donc c'était effectivement vrai le jour même, tout le monde avait envie de voir, enfin beaucoup de monde avait envie de voir Joe Judge partir en même temps, dans un petit package. En fait il a fallu attendre le lendemain pour que ce soit annoncé. Là pour le coup c'est pas une retraite évidemment, il est encore jeune Joe Judge, c'était son anniversaire pas longtemps avant d'ailleurs le pauvre, et donc il a été remercié. Qu'est-ce qui te vient en tête là avec ces 2 départs? Quels sont tes premiers retours? Eh ben, écoute, pendant un moment, il y avait eu un peu un flottement parce qu'en effet, on a annoncé le départ de Gettleman, mais il n'y a eu aucune annonce concernant Judge. Alors au début, on était tous restés sur cette idée qu'il y avait eu la rumeur, tu sais, en fin de saison, qui disait qu'il allait être reconduit, qu'on allait le garder. Donc tout le monde est resté dans cette idée. Et le lendemain, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre que ils aient rien dit sur Judge, qu'ils aient pas dit que Judge restait là. Et en fait, je me suis dit, ça se trouve, en fait, ils vont le laisser comme ça un peu dans le flou pendant qu'ils décident de choisir leur GM. Et ils diront au GM, t'as le choix entre garder Judge ou prendre un autre coach. C'est ce qui se dit, c'est pas mal de gens disaient ça, exactement. Voilà. Et in fine, même si moi j'étais quand même plutôt partant pour un peu de stabilité, et c'était d'ailleurs ce qu'avait annoncé John Mara quand on avait embauché Joe Judge, il disait on ne peut pas être une franchise qui change de coach tous les 2 ans. Et donc c'est pour ça, moi je m'étais dit, en fait ils veulent enfin de la stabilité, donc ils vont rester avec Judge, essayer de rester avec Judge encore une saison pour voir si ça s'améliore, et éventuellement ils diront au GM, on aimerait bien le garder, mais si tu veux pas le garder, il dégage. Et il y avait dans les candidats des GM des gars qui connaissaient
connaissent Judge, donc c'était pas complètement incohérent. Ouais. Et puis finalement, en fait, John Mara et puis Steve Teach ont pris la décision conjointement, et bien de virer Judge en disant bah non, en fait on fait vraiment un reset. Et John Mara a dit bah en début d'année dernière j'avais dit que à la fin d'année je prendrai ma décision en fonction du fait, il dit si je sens qu'on a progressé, et puis en fait il a bien vu qu'on n'avait pas progressé, donc au contraire qu'on a régressé, donc il a pris une décision qui est assez difficile mais qui se comprend, qui est de dire bon bah ok, Judge c'était sympa, c'était sympa, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est Judge a fait son temps, mais on décide d'y aller ailleurs. Après, moi personnellement, je l'avais dit un peu sur Twitter, j'étais un peu déçu, non pas de la décision des Giants, mais j'étais vraiment très très emballé par la personnalité de Joe Judge, par l'énergie qu'il apportait, ce qu'il disait, tout son attachement au processus, aux fondamentaux, etc. Mais force est de constater que tout ça c'était que des mots et que ça se transcrivait pas sur le terrain et que c'était quand même un véritable problème. J'aurais bien voulu voir Judge réussir chez les Giants. Bon, il est arrivé au mauvais moment dans les mauvaises conditions. Après, je m'en fais pas pour lui. C'est un jeune coordinateur. Il aura 2 opportunités d'être coordinateur ailleurs dans la NFL. Peut-être pas cette saison, mais la suivante. Et il aura d'autres possibilités de devenir head coach un peu plus tard dans sa carrière. Ouais, exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. C'est vrai qu'on aurait bien aimé le voir réussir. Et ça change pas d'ailleurs le fait que moi personnellement je reviens pas sur toutes les bonnes choses qu'on a pu dire sur lui sur la première saison qui était quand même vraiment encourageante, sur tous les discours qu'il a fait où clairement quand on voyait le head coach Sirianni des Eagles comparé à lui, on sentait un qui était vraiment en confiance par rapport à l'autre. Globalement je pense aussi qu'on peut dire qu'il a souffert d'arriver dans une équipe qui était en mal d'identité, qui avait un effectif à problème, et encore une fois, moi je continue à penser que le principal problème reste cette O-line, et on l'a bien vu puisque c'est vraiment cette attaque qui a vraiment peiné. Et d'ailleurs, ce qui se passe avec Joe Judge, si ça se trouve, on va le vivre aussi avec Daniel Jones qui se retrouve dans une attaque dysfonctionnelle et avec une mauvaise protection, etc. Et on pourrait voir une fin de carrière quasi d'un joueur qui finalement aurait le potentiel de réussir en NFL, mais juste parce qu'il est mal entouré. Et malheureusement, c'est pas un sport individuel. T'es obligé de faire avec tes coéquipiers et ton équipe, et si ça se passe pas bien autour de toi, si les mecs ont des mains en mousse quand tu relances le ballon, quand t'es QB, malheureusement, forcément, ça fait tomber tes statistiques, donc ça peut être aussi compliqué. Donc effectivement, départ de Joe Judge. Il y a une interview de John Mara, t'as un peu parlé de ce qu'il avait raconté, c'est vrai que il a expliqué qu'il aurait préféré ne pas faire ce changement, mais qu'en fait, et ça je trouve que il a été assez ouvert et je pense qu'il a été assez honnête dans ce qu'il a dit, j'espère en tout cas. Après il a peut-être pas tout dit évidemment, mais ce qu'il a annoncé et ce qui est plus logique, c'est de dire que il voulait donner au GM en fait que le GM qui arrive ait les mains libres et qu'il soit pas justement soumis à des pressions directement en arrivant. Ça permet à la fois qu'il ait les mains libres, mais aussi d'augmenter le nombre de potentielles personnes intéressées par le poste. Il a aussi évoqué le fait que personne n'a refusé les entretiens. Donc il y en a qui disaient mais est-ce que vraiment c'est un poste qui attire encore d'être GM des Giants c'est la galère, on gagne pas de match, est-ce que quelqu'un a envie de venir là-dedans? Et puis on avait une situation financière qui était, je vais dire situation sanitaire, situation financière qui était plutôt saine. Quand Gettleman est arrivé, qu'il a un peu viré les contrats compliqués, etc. Et finalement, on se retrouve 4 ans plus tard avec une situation aussi compliquée parce qu'il a senti la pression, l'obligation de gagner tout de suite et nous a remis un peu dans une merde financière. Donc de nouveau, c'est vraiment table rase de ces 4 années. C'est exactement ce qu'a dit John Mara. Il faut recommencer tout à zéro. Il aime pas ça le fait chier. Et les Giants sont une franchise qui doit être stable, mais malheureusement, il n'y a pas le choix. Donc, et d'ailleurs, en parlant de ce reset, j'ai vu passer un tweet d'une source qui disait que Steve Teach, donc le copropriétaire des Giants, à 50% des Giants, lui était en faveur de virer Gettleman il y a 2 ans. D'accord. Mais qu'il y a eu une résistance de la part de Mara qui voulait lui donner un peu plus de temps. Donc il a pas insisté, et là 2 ans plus tard ils ont dit ils sont les deux co-owners, les deux copropriétaires se sont réunis et ils se sont dit non, là c'est bon, on peut plus
continuer comme ça et il faut qu'on fasse un reset. Et donc, faut pas oublier aussi que Mara était pas tout seul dans cette décision. Donc Tisch, qui est beaucoup moins en vue que Mara, parce que Tisch, c'est la famille Tisch, c'est une famille qui a rejoint les Giants, je crois, à la fin des années 80 ou début des années 90, alors que les Mara ont créé les Giants en 1925. Donc les Mara, c'est l'une des familles fondatrices de la NFL. Donc c'est vrai qu'on parle à chaque fois de la décision de John Mara, mais il y a aussi lui qui est derrière. Et comme tu dis, au final, Joe Judge est arrivé dans des conditions qui étaient intenables, qui sont en grande partie dues au mauvais management de Dave Gettleman, qui ne lui a pas donné d'offensive line. Et puis si on doit faire un reset, en effet, il faut faire un reset jusqu'au bout. Et donc virer Judge, le remercier, et il ira continuer sa carrière ailleurs. Ouais, donc en fait, c'est pas une décision qui est entièrement due à ses capacités. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une décision globale qui fait que on s'en retrouve là et tout n'est pas de sa faute. Non, et je pense que y a des trucs que Judge faisait très bien, et puis il y a aussi des trucs qu'on a vu qu'il faisait très mal. Il avait énormément de problèmes en gestion du chronomètre en fin de mi-temps. Il avait aussi des globalement, la gestion du chrono a jamais été son point fort, et la prise de décision. Ouais, la prise de décision aussi sur les moments clés, quand tenter la 4e tentative ou pas. Il jouait beaucoup petit bras, pas très offensif, là où on voit que de plus en plus statistiquement en NFL, les 4e et courtes se jouent beaucoup. Donc en fait, j'ai l'impression globalement, et j'écoutais un podcast là-dessus d'ailleurs, qui disait qu'il aimerait bien que le nouveau GM en fait fasse plus confiance aux chiffres. Et ça, je pense que maintenant, en fait, effectivement, les chiffres font pas tout. Mais j'ai l'impression que on les utilisait pas assez. Et typiquement, en fait, tu te dis, ok, en NFL, un 4e et 2, ça a X chances de passer. Est-ce que je tente ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup ? Et c'est pareil, est-ce que je tente plus de conversion à 2 points que de conversion à 1 point ? Enfin, là, il y a plein de choses comme ça qui se calculent, c'est des statistiques, et souvent, ça s'avère quand même assez proche de la réalité. Et c'est vrai aussi pour le choix des joueurs. On va aller plus, on va peut-être un peu moins faire confiance à ce qu'on voit sur 2-3 vidéos, mais plus globalement à des statistiques générales. Et en fait, ça, il expliquait, alors j'ai plus en tête exactement, mais sur les différents candidats GM par exemple, qu'il y en a certains qui expliquaient, il a retrouvé ça dans certaines interviews, qui expliquaient que eux, ils aimaient bien utiliser telle et telle et telle statistique pour faire leur bilan, et je trouve que c'est assez logique. Et ça m'a fait penser un peu au film alors en anglais c'est Moneyball, mais je sais plus ce que c'est je pense que les gens connaissent. C'est le film avec Brad Pitt où en gros il récupère une équipe de baseball et il se base quasiment exclusivement sur des chiffres pour faire une équipe qui a priori du point de vue logique ne tient pas le coup, mais du point de vue statistique est tout à fait légitime. En fait, il fait un super parcours, il arrive à monter une super équipe comme ça. Et donc, je pense que ça peut s'appliquer aussi au football américain. Il n'y a pas vraiment de raison, et les GM font de plus en plus confiance à ça. Donc voilà, c'était un indice sur un peu les nouveaux GM, et quand on va en parler, on va voir qu'ils sont tous très jeunes aussi. Oui. T'as pas un vieux de la vieille façon Gettleman, quoi. Non, on passe vraiment à quelque chose de nouveau, et je pense que on a une meilleure approche, dans le sens où, si on revient 4 ans en arrière, quand on a embauché Dave Gettleman, on a fait passer un autre entretien à Louis Riddick, qui est un analyste NFL dans les médias, mais il n'y a pas eu... Là, on est en train de parler de 9 candidats. 9 candidats qui viennent de plusieurs équipes. Alors il y a Attends, on parlera après des détails. Mais ce que je veux dire, c'est que sans parler des détails de ces candidats encore, c'est que déjà dans l'approche de John Mara et Steve Tisch pour ce nouveau poste de GM, c'est que ils sont pas déjà dit tiens on va proposer le poste à Kevin Abrams. Kevin Abrams n'est même pas dans la liste des candidats. Ils sont vraiment dit allez, on ratisse large, on va vers quelque chose de nouveau, et comme tu dis aussi, on va pas vers un vieux de la vieille, on va vers des candidats plus jeunes qui auront une approche un peu plus moderne. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Et dans son interview, ce qu'il dit, John Mara, il dit plusieurs choses. Il dit on veut prendre notre temps, c'est exactement ce que tu disais. Donc on interviewe plus de candidats pour être sûr de prendre la bonne décision, parce qu'il sent bien qu'il est arrivé à un stade où il peut plus se tromper en fait. Il faut vraiment trouver la bonne personne.
Il n'a pas été cherché en interne, contrairement à ce qui s'était fait. Alors, Gettleman n'était pas à ce moment-là en interne, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui connaissait. C'est quelque chose qui a été beaucoup reproché au Mara, ça, de toujours aller voir des mecs qui connaissent, la famille, les gars proches qui peuvent les conseiller, machin. Là, le but, c'est vraiment de repartir de zéro, et c'est des choses qui revenaient beaucoup dans beaucoup de podcasts différents et beaucoup d'analystes qui disaient ça. Et vraiment, cette histoire de prendre le temps et voir beaucoup de monde différent qui viennent d'autres équipes et qui viennent principalement, en fait, exclusivement d'équipes qui réussissent. Ils vont pas aller choisir un GM chez les Jets, tu vois, ou une équipe ou chez les Bengals, les Panthers ou les Jaguars, pardon. Ils vont vraiment chercher dans les meilleures équipes qui ont les meilleurs rosters. Notamment chez les Bills, j'ai été voir leur roster, c'est hallucinant comment Je crois qu'il n'y a que les Ravens qui sont pas en playoff dans les candidats qui... Mais ça reste une bonne équipe, qui a c'est été juste une décimée par les blessures cette année. Exactement. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui font qu'on a l'impression que ça va dans la bonne direction. Et moi j'ai une question à te poser, Thiergo, alors là, je te prends un peu de cours. J'ai entendu plusieurs fois, et sur certains podcasts, les mecs disaient: c'est quand même grâce à nous, les fans, parce qu'on a vraiment mis la pression sur les réseaux sociaux pour leur dire qu'on voulait pas de Kevin Abrams, qu'on voulait pas aller chercher des candidats en interne et qu'on voulait quelque chose de nouveau et un vent d'air frais vraiment dans cette équipe, que Mara a eu la pression et qu'il a décidé de faire comme ça et d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que t'as un avis là-dessus, ou est-ce que c'est impossible de savoir et tu t'en fous ? Moi, je pense que les gens aiment bien se donner plus d'importance qu'ils n'en ont réellement. Voilà. Je pense que je vais être cru, hein, mais je pense que le fait que Mara se fasse bâcher sur Twitter, mais il en a rien à secouer. Alors après, oui, il a dû voir d'une certaine manière que le mécontentement des fans qui vidaient le stade, qui n'achetaient plus de maillots, etc. Alors, je sais plus vraiment comment se répartissent les revenus en NFL, mais je crois que la billetterie des stades et surtout ce que tu vends dans ton stade, donc les souvenirs, la bouffe, etc., c'est pas un revenu qui est partagé. C'est-à-dire que chaque franchise, ce qu'elle vend au sein de son stade, c'est pour elle. Donc forcément, quand tu as des stades qui sont beaucoup plus vides et que du coup tu as des résultats financiers qui sont bien plus dégueulasses... En dizaines de milliers de personnes, ça doit être monstrueux. Donc voilà, donc c'est pas Twitter qui fait changer d'avis John Mara, c'est en fait les résultats financiers. Et s'il voit qu'en fait ça se dégrade depuis des années, au bout d'un moment, oui, il va changer un peu d'attitude. Il a quand même dit qu'il y a une histoire qui est née des fans, mais aussi surtout des journalistes, et il a voulu préciser ça, parce que ça, on en parlait un peu en dehors tous les deux, avec François également, de l'histoire des décisions qui sont prises par famille. Et en gros, il disait oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a votre neveu et votre frère qui sont là, machin. Il a bien précisé qu'il n'avait aucune part dans les décisions qui étaient prises, donc ça c'est important, puisque c'est vrai que ils collaborent. Ils collaborent, mais ils ont certains rôles, mais dans les décisions importantes comme le choix du GM, ils ont pas du tout c'est pas eux qui choisissent. Et qu'est-ce qu'il disait également, je sais plus ce qu'il disait sur ça, mais en gros il y avait tout un tas de trucs. Il en avait marre en fait d'entendre que c'était une histoire de famille, qu'il voulait toujours en gros aider son frère en lui mettant un poste, tu vois. C'est comme un peu le fils du coach qui est forcément quarterback alors que c'est une tanche et qui a un meilleur quarterback derrière, mais vu que c'est pas le fils du coach, il est pas QB, quoi. Alors, c'est un peu ces trucs là qui revenaient, et ça le faisait chier. Et notamment aussi ce qu'il disait, juste je te laisse la parole après, il disait que c'était pas vrai que lui prenait les décisions de quel joueur garder, par exemple. Que c'était lui qui avait dit je veux qu'Eli Manning continue, machin. C'était une décision du GM avec le coach à ce moment-là. Et donc ce qu'il expliquait, c'est moi, quand il y a une décision importante à prendre, je reçois le GM et le coach, j'écoute leurs trucs, et 99,5% du temps, je leur donne raison. Il dit les seules fois où je peux mettre des vétos, c'est quand il y a des problèmes hors terrain. Par exemple, j'ai vu que tel joueur avait fait tel truc, je veux plus le voir dans mon équipe, il dégage, même si vous pensez que sportivement il vaut encore le coup, moi j'en veux plus. Donc ça, voilà, il dit 99% du temps, s'ils sont d'accord, je les écoute et je veux être sûr qu'ils sont sur la même longueur d'onde et c'est eux qui prennent la décision, sinon je peux intervenir, mais c'est extrêmement rare. Oui, non, mais puis c'est la bonne approche. Enfin, je veux dire, au final, on a souvent vu qu'un CEO d'une équipe qui s'implique trop dans les affaires sportives, ça cause plus de problèmes que ça n'en résout.
Après, pour la question de Chris Mara, oui, certainement, il prend le poste de quelqu'un qui y aura certainement plus compétent que lui. Mais quand tu regardes son CV, c'est pas non plus un type qui n'y connaît rien. Enfin, il a été scout pendant plusieurs années. Il a été sur le terrain pour évaluer des joueurs, etc. Je dis pas qu'il fait son job excellemment bien, mais il est certainement pas le seul gars en NFL, fils ou neveu ou frère de propriétaire qui intervient d'une certaine manière dans les affaires sportives, et le fait qu'il soit pas en fait à un poste décisionnaire clé montre bien qu'il y a quand même une volonté de la famille d'être avant tout géré par de véritables professionnels qui ne viennent pas de la famille. Mais il est clairement là parce qu'il fait partie de la famille, ça, il n'y a pas de doute. Bien sûr. Maintenant, je pense qu'il est un minimum compétent, effectivement, et malgré tout, les Mara, c'est des mecs qui sont nés dans le milieu du football. Donc, voilà, John Mara a fait la même chose en son temps, quand c'était son père qui était à la tête des opérations. John Mara, il avait son poste au sein de l'organisation, mais au même titre que, tu vois, moi par exemple, juste un parallèle avec ma vie perso. Moi, je bosse dans une boîte familiale où forcément tu vas retrouver au sein de la direction le fils du PDG. Bon, tu peux trouver ça comme étant du népotisme ou pas, mais en attendant, le gars a des diplômes, fait son travail. Bon, très bien, c'est à la limite, il fait son travail, c'est tout ce qu'on lui demande. S'il a juste un poste et qu'il passe son temps à aller jouer au golf et qu'en plus il peut dire non, je veux tel joueur et pas tel joueur, là, t'as envie de dire il y a un problème. Ok, d'accord. Ça me rappelle un président des États-Unis qui passait son temps à jouer au golf, qui prenait quand même les décisions. Mais bon. Ok, écoute, voilà ce que moi j'avais à dire sur ces deux départs, sur la conférence de presse donnée par John Mara à son initiative. Il a eu raison, hein, il l'a dit de toute façon, il s'est passé des choses, je ne peux pas ne rien dire, il a eu raison de prendre la parole, et je pense que sa conférence était bien, il était posé, il a expliqué les choses, et je pense que ça s'est bien passé. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux rajouter avant qu'on parle des différents candidats GM qui sont actuellement interviewés. Non, je pense qu'on peut rentrer dans le dur, dans la partie de cet épisode qui, je pense, intéressera tout le monde. Ouais, alors tu m'as dit que tu avais fait un gros boulot. Moi, je suis un peu plus light que toi, donc je te laisserai un petit peu plus la parole sur ce qui va être dit. Juste là, je suis sur le site des Giants. Alors ça, je sais pas. Est-ce que c'est une première ou est-ce que c'est toujours comme ça ? Mais perso, moi, en tout cas, dans une boîte privée, j'ai jamais vu une page où c'est indiqué toutes les personnes que tu reçois, les CV des mecs, et on sait exactement qui est reçu à quelle heure, quoi. Là, c'est faire preuve de la plus grande ouverture possible et transparence possible envers les fans. On vous cache rien. Voilà tout ce qu'il y a à dire. De toute façon, vous l'apprendrez par les insiders et ça se saura. Donc, tant qu'à faire, autant vous mettre ça. Voilà, et vous voyez exactement qui. J'ai l'impression que c'est vraiment pour faire bonne impression devant les fans qu'ils ont fait ça. Et il me semble pas avoir déjà vu ça. Ouais, non, pour moi, c'est clairement une première. De toute façon, il faut bien garder à l'esprit que. Avant Dave Gettleman, donc pour Dave Gettleman, il n'y a rien eu. Et avant Dave Gettleman, c'était Jerry Reese qui était déjà en fait dans l'organisation quand il a pris les rênes en 2006. Et avant Jerry Reese, c'était Ernie Accorsi qui était là depuis les années 90 quand il n'y avait même pas Internet. Donc pour les Giants, c'est une première de donner autant de détails. Mais ils ont un service de communication qui, je trouve, depuis 4-5 ans est très très actif. D'ailleurs, toutes les équipes NFL aujourd'hui, il faut qu'elles aient de la visibilité sur les réseaux sociaux, qu'elles montrent qu'elles partagent de l'information, qu'elles créent du contenu. Et donc aujourd'hui, on a un processus de recrutement de GM qui est vu comme étant déterminant pour l'histoire des Giants, parce qu'on veut vraiment clore cette traversée du désert pour aller vers de jours meilleurs. Et donc dans cet effort de communication, ils mettent en avant plein d'informations. Ouais, exactement. Alors pour l'instant, donc juste on va citer pas les noms mais les équipes, parce qu'on disait tout à l'heure qu'ils viennent tous d'équipes qui performent en ce moment. Donc on a et ils sont reçus d'ailleurs par équipe en fait en même temps. Les mecs viennent en même temps. Donc on a d'abord eu les Bills. Ensuite on a eu 2 personnes des Cardinals. Ensuite les Chiefs. Ensuite 2 personnes des Titans. Les Ravens. Et là on est sur le point de faire passer des entretiens à du personnel des 49ers. Donc le premier, je sais pas comment on fait, est-ce qu'on en parle un petit peu de chacun, on explique un peu dans l'ordre. Le premier c'était alors Joe, Sean, ou toi tu dis que ça se dit Shane plutôt. J'ai entendu sur un podcast que ça se prononçait pas Sean mais Shane. D'accord. Donc lui qui est dans tous ceux qu'on a reçus pour le moment, c'est le seul qui est assistant general manager. Ouais.
Ouais, et alors, juste une chose, tu disais, ils ont fait venir, mais en fait, non, ils les ont pas encore fait venir, justement. Ils leur ont fait passer que des entretiens en Zoom. Euh, Ah, je savais pas ça. Je pensais qu'à chaque euh, fois les mecs se déplaçaient, d'accord. non, 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 bah, surtout que ça a été tellement rapide. Là, pour l'instant, c'est que des entretiens à distance. Je pense qu'en fait, ils font passer des entretiens à distance pour faire leur shortlist et ils garderont, je sais pas, là, ils ont 9 candidats, peut-être qu'ils en garderont 3 ou 4 pour les faire venir Ouais. à New York et les rencontrer de visu. Et Mais là, surtout on qu'il y en a risque. qui ont leur équipe encore en lice pour le Super Bowl, donc. Ouais, mais à la limite, c'est différent des coachs. Les coachs, c'est embêtant de les faire venir pendant qu'ils sont en playoff parce que eux, ils sont vraiment au contact des joueurs, ils les entraînent, etc. Un GM, il peut à la limite se déplacer pour une journée et sauf s'il y a vraiment besoin. Enfin, tu fais rarement des transactions de fou en pré-saison. T'as plus de Non, mais bon, trade. t'as quand même envie d'être là Ouais. quand ton équipe est dans ces situations-là. Ah, C'est oui, vrai que bien c'est pas sûr. évident pour eux de faire des allers-retours. Mais Joe Shane, en effet, assistant GM des. Je te fais rapidement Ouais, son ouais, vas-y, CV. vas-y. Donc, assistant GM des Bills, 42 ans. Alors, je me suis amusé parce que l'information était là, et puis je pense que c'est aussi quelque chose que les Giants veulent mettre en avant, qu'ils recrutent pas quelqu'un de 70 ans, mais ils ont tous la quarantaine, sauf un. Il est chez les Bills depuis 2017, mais avant ça, en fait, il a été Director of Player Personnel pendant 3 ans à Miami, et scout pendant 5 ans. En fait, il a été recruté par Bill Parcells. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2008, Bill Parcells, il était président, il n'était pas GM, mais il était président des Miami Dolphins. Et donc, c'est lui qui a mis en place le front office à l'époque. Et donc, Joe Shane, il a fait ses armes là-bas avant de rejoindre les Bills. Chez les Bills, il est notamment connu pour avoir participé au recrutement de Josh Allen, mais tellement plus que Josh Allen, mais après ça c'est plus difficile d'en parler parce que moi j'ai une connaissance très limitée des Bills. Ouais, mais les Bills, ils ont une équipe qui est vraiment. Alors, déjà, qui est très forte. Moi, j'ai halluciné. Qui, au niveau des receveurs, alors du QB qui a vraiment explosé depuis l'année dernière. Ils ont fait un trade pour Diggs, le receveur. Donc, ils ont trade beaucoup, mais ça a payé puisque il est très bon. Ils ont un corps de receveurs qui leur coûte pas si cher que ça et qui est quand même vraiment bon. Ils ont une défense qui marche super bien. Enfin, ils sont archi impressionnants. Et les Bills, ils ont éclaté. Ils ont éclaté qui? Ils ont éclaté les Patriots. Ouais, Ouais. ils ont mis la misère aux Patriots. Il y a eu beaucoup de branlées sur les premiers matchs là. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on a oublié de dire quand même Les que les Eagles Eagles et les et les Cowboys. Cowboys se sont fait taper et se sont Ouais. fait humilier. Et donc, ça nous a fait bien plaisir. J'ai bien kiffé ma soirée hier Les, avec de la les, NFL. les Eagles plus que les Cowboys. Les Cowboys Ouais, bien sûr. Mais Mais les Cowboys étaient censés être favoris quand même pour ce match-là. Ils avaient gagné la NFC Est. Ils avaient mis pas mal de matchs où ils avaient mis beaucoup, beaucoup de points. Et là, ils se sont fait complètement marcher dessus. Et les Eagles qui avaient leur super jeu de course. On fait une petite digression là, mais ils ont mis en tout à la course, combien ils ont fait de yards? 95 yards hier. Donc la défense des Buccaneers a été vraiment excellente contre la course et du coup on voit bien que dès que ça court plus, il n'y a plus rien du tout chez les Eagles. Bon, tant mieux, bien fait. Bref, on revient à notre Joe Shane. Ouais, et donc Joe Shane, il a passé son entretien, c'était le premier entretien des Giants, comme tu l'as dit, c'était mercredi 12. Mercredi Ça a été vite, dernier. Et d'ailleurs, en fait, c'est le même jour, enfin je sais pas si tu auras quelque chose à dire sur Joe Shane, mais le même jour, ils ont fait passer ensuite l'entretien à Adrian Wilson. Mais peut-être que tu veux parler un Non, peu non, de Joe non, Shane. j'aurais rien de spécial à dire sur ces candidats. Alors, Dylan Wilson, c'est un ancien joueur qui est d'ailleurs assez jeune aussi. Quel âge il a lui? 42 ans. Ouais. Alors, il jouait il y a encore pas très très longtemps. tout à fait. En fait, il a joué 11 saisons chez les Cards de 2001 à 2012. Et puis après, il a fait 3 saisons pour les Patriots de 2012 à 2015 et il s'est flingué le genou. Mais bon, après, quand tu joues 14 ans en NFL, c'est quand même déjà C'est pas déjà mal. énorme. C'est énorme. Ouais. Et il a rejoint les Cardinals, donc sa franchise de cœur, naturellement, comme scout régional en 2015. Où il a travaillé comme ça pendant 3 ans, puis après il était directeur of pro personnel, et puis de 2018 à 2020, et en 2021 il a été promu vice-président of pro personnel, où en fait, on en parlait tout à l'heure avant le podcast, il y a une distinction entre pro personnel ou player personnel qu'on a un peu de mal à saisir, mais moi de ce que je comprends, quand tu es VP of Pro Personnel, c'est tu t'occupes en fait de tous les joueurs qui sont en NFL. Donc tu t'occupes pas des joueurs qui sont
qui vont être recrutés à la draft. Tu t'occupes pas en fait de l'évaluation des joueurs universitaires, mais tu t'occupes en fait des joueurs qui sont dans ton équipe, mais aussi des joueurs qui sont autour de la ligue qui pourraient intéresser ton équipe. Et il y a aussi un aspect de négociation des contrats. Je sais pas s'il est aussi en charge de la gestion du cap, enfin de la masse salariale. Peut-être pas lui directement, mais en tout cas ça m'étonnerait pas que ça tombe dans son périmètre. Et juste, est-ce que il y a une hiérarchie, ou est-ce que tu l'as en tête entre si on devait faire un espèce de de tableau là avec donc t'as le GM tout en haut, t'as l'assistant GM, et en dessous t'as player personnel et pro personnel, donc VP, ou après c'est le titre qui se donne, on s'en fout un peu. Ouais, bon ça c'est des grades et c'est. Écoute, moi en effet comme tu dis, t'as ton GM, t'as ton assistant GM, et puis en dessous, pour moi, le responsable des players personnels, c'est celui qui est vraiment responsable de tous les joueurs au sens large, c'est-à-dire universitaire et professionnel. Donc potentiellement, tu peux avoir mais je dis peut-être une bêtise, et si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresserait très bien vraiment de l'avoir en commentaire. C'est un directeur de player personnel serait le patron d'un directeur du pro personnel, puisqu'il a un périmètre plus large que le directeur du pro personnel. Mais après, ça dépend aussi des organisations. Peut-être qu'ils sont au même niveau, mais avec des périmètres différents. Mais voilà, donc t'as ton GM avec potentiellement un assistant, et en dessous, t'as ton directeur of pro personnel, un directeur de l'évaluation universitaire, et puis après d'autres périmètres parce que maintenant comme on disait tout à l'heure, tu as de plus en plus d'analyse de données, tu as ce qu'on appelle aussi les football operations, et puis la gestion de tout le personnel qui n'est pas du personnel sportif, mais qui est le personnel qui va aider tes joueurs, donc les médecins, les personnes à la cantine, etc. Il y a un petit upgrade à faire sur les médecins côté Giants, parce que... Ouais, peut-être. Alors tiens, je viens de trouver j'ai tapé là pendant que tu t'expliquais, donc on a président, GM, assistant GM. Après, a priori, au même niveau, on irait directeur of player personnel et directeur of scouting, qui seraient au même niveau. Et en dessous, directeur of player personnel, on a pro personnel, salary cap, et après, on a scouting de l'autre côté. En dessous encore, on a les analytics, en dessous, on a les administrative operations, exactement ce que tu expliquais. Donc effectivement, le directeur of player personnel serait au-dessus du pro personnel. Ouais. C'est ce qui se dit sur la toile, en tout cas. Voilà. Et donc Adrian Wilson, lui, il est VP of Pro Personnel. Donc il a passé son entretien le mercredi 12, donc le même jour que Joe Shane. Et le lendemain, c'est Quentin Harris, aussi des Cardinals, qui lui, par contre, est VP of Player Personnel. Donc un grade au-dessus. Donc le grade juste en dessous de l'assistant GM. Qui lui a passé son entretien donc jeudi, il a 44 ans, c'est un joueur c'est un ancien joueur, et il est passé chez les Giants apparemment à l'été 2006, mais il n'a pas été retenu dans le roster, et il a rejoint le front office des Cardinals en 2007 comme scout, et après il a été assistant en prof personnel, il a été directeur of pro scouting, et puis enfin directeur of player personnel. Et du coup, ça ferait une sacrée upgrade là si Adrian Wilson, qui est VP of Pro Personnel, passait GM. Le mec, il saute 1, 2, c'est 3 postes au-dessus, quoi. A priori, dans la hiérarchie des trucs, ce serait assez... A priori, mais bon, après... bon, alors ça, c'est des choses qu'on lit sur tous les candidats. Ils ont tous une excellente réputation, mais c'est tout le temps comme ça, je trouve, dans les processus de recrutement, où tu vas rarement... Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir entendu d'un candidat GM ou coach en disant « Ah, lui, il est pas terrible », ou à la limite, on va te dire « Il manque d'expérience », ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que le manque d'expérience, tu peux toujours y remédier. Mais bon, de ce que j'ai lu, on dit que ce sont des gars qui ont fait leurs preuves, ont gravi les échelons comme ils devaient, et qui sont appréciés. Donc, mais bon, alors, John Mara justement expliquait qu'il n'avait aucun doute, qu'il pensait que tous les candidats feraient des bons GM. Bon, comme tu dis, il ne va pas dire le contraire. Et il disait aussi que c'est des gens... il a discuté, et la Ligue, il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de monde, mais ça reste un petit monde quand même, et du coup ils se connaissent un peu tous, et c'est souvent des gens dont il a entendu du bien, ou où on lui a plus ou moins conseillé. Enfin voilà, c'est pas des mecs qui sortent de nulle part, qui connaît pas du tout, et dont il vient de découvrir le nom et se dit tiens, je vais le mettre dans ma liste. C'est vraiment des mecs
voilà, il y a un lien et on lui a dit que potentiellement c'était quelqu'un qui pouvait faire le job. Donc ça sort pas d'un chapeau ce nom-là, quoi. Ouais. Et il expliquait aussi que de toute façon, il attend jamais une semaine avant pour commencer à se renseigner. Il dit ça fait partie de mon boulot de toujours connaître tous les gens qui bossent en NFL, savoir qui est qui fait quoi, qui peut potentiellement bosser pour moi, etc. Ça, c'est vrai que ça fait partie, je pense, d'un job de propriétaire d'équipe, d'être au courant de tout ce qui se passe et de toutes les équipes et qui bosse dans quelle équipe. Et vu comment la liste des candidats est sortie rapidement, de toute façon, c'est clair. On peut être sûr que les Giants ont commencé à réfléchir aux candidats à la mi-saison. Hein, à la mi-saison, voire avant. Non, mais je suis sûr qu'en fait, oui, voire avant. Peut-être même que l'été d'avant, John Mara a commencé à dire à sa secrétaire, vous me regroupez tous les CV des mecs qui pourraient remplacer Dave Gettleman, parce que ça se passait pas bien. Oui, en effet, c'est pas une liste que tu tires de ton chapeau comme ça. Non, mais si effectivement il se tient au courant de tout ce qui se passe, il a de toute façon une idée à peu près des gars qui peuvent faire ce boulot. Le prochain candidat, c'est le gars des Chiefs, donc Ryan Pauls. Qui lui, il a un titre, c'est Director Executive of Player Personnel, enfin Executive Director of Player Personnel. Voilà. Qui est le plus jeune, qui est le Benjamin de ce groupe de candidats, puisqu'il a 36 ans. Il a quel âge ? 36 ans. 36, putain. Alors lui, apparemment, il a temps que je me présente pour faire GM d'une équipe. Il a vraiment fait une ascension fulgurante, parce qu'en fait, il a commencé chez les Chiefs en 2009 comme scout. Waterboy. Et en fait, en 12 ans, lui, c'est celui de qui j'ai lu, il disait, en fait, il a vraiment gravi les échelons très très rapidement. Ouais. Et il était candidat au poste de GM chez les Panthers l'année dernière. C'est un peu la pépite, un peu, on a l'impression. Est-ce qu'on a envie de miser sur une pépite jeune ou est-ce qu'on a envie de prendre quelqu'un un tout petit peu plus expérimenté ? Mais c'est vrai que plusieurs fois, j'ai entendu son nom comme c'est vraiment le gars qui peut faire le taf, quoi. Bah, en fait, c'est qui tout double, hein, parce que tu vois, bon là on fait un parallèle avec les coachs, mais Sean McVay c'était un peu la pépite du coaching et il est toujours considéré comme un coach extrêmement brillant. Et puis nous on s'est dit on a notre pépite avec Ben McAdoo et voilà. Ça fait tellement rigoler maintenant d'entendre ça. Voilà. On a notre pépite avec Dave Gettleman. Ouais. Non mais alors Dave Gettleman c'est un autre raisonnement, mais tu vois on repensait avoir une pépite avec Joe Judge et je pense qu'il peut faire le boulot, Joe Judge. Ce sera une pépite plus tard dans sa carrière, mais pour en revenir à Ryan Pauls, ouais, c'est peut-être la pépite, mais avec ce qui s'est passé dernièrement, est-ce qu'on a vraiment envie de tenter notre chance ? Je t'avoue que son manque d'expérience, mais ça s'est basé que sur ça, est la seule chose qui m'inquiéterait. De me dire, est-ce que ce serait pas mieux d'aller vers quelqu'un qui a travaillé dans des organisations qui ont eu du succès pendant plus longtemps, qui en fait a vraiment gravi les échelons, a passé du temps, voilà. Mais bon, ça va être au final le choix. Il va se faire au niveau de John Mara et Steve Tisch. Moi je trouve que son nœud de cravate est pas très bien fait. Bah voilà. Coup, éliminé. Ouais, je prendrais pas lui. Ça sent le manque d'expérience, clairement. Ouais. Éliminé. Il a pas fait un double Windsor, il a fait un nœud trop basique et du coup il y en a qui ont des beaucoup plus nœud de cravate beaucoup plus travaillés. Éliminé. Ryan Pauls, désolé, je ne te prends pas. Non mais ça peut se tenter après, comme tu dis l'expérience ça peut se rattraper hein, mais bon. Non et puis en fait quand on regarde ce que les Chiefs ont fait, il faut quand même se rappeler les Chiefs il y a 6 ans, il y a 6-7 ans c'était le fond de la ligue hein. Et il y a eu un travail qui a été fait sur le roster qui est non négligeable. Ils ont bien entendu recruté Patrick Mahomes, mais pour moi le succès des Chiefs il n'est pas non seulement lié à Patrick Mahomes, il est lié à tellement plus que Patrick Mahomes, mais bien entendu avoir un quarterback c'est une condition sine qua non pour réussir. Et qu'on le veuille ou non, Ryan Pauls en faisait partie, et il en faisait partie à des postes quand même assez importants. Ouais, exactement. Juste après, on a Ryan Cowden qui est chez les Titans. Alors là, les Titans et les Bills, je pense que c'est les deux effectifs que je préfère dans les équipes qui ont été visées. Parce qu'il y a clairement des équipes qui ont été visées là pour ces postes de GM.
Ouais, complètement. Ouais, et Cowden, il a été. Lui, il a 22 ans d'expérience. Alors, 22 ans. Les mecs, ils ont 40 ans, ils ont 22 ans d'expérience. Putain, mais les gars, ils sont sortis de l'école à 20 ans et ils ont bossé direct en NFL, quoi. C'est dingue, hein. Ouais, ça veut dire qu'en fait, il a commencé à 21 ans. Mais il y en aura un autre. On en parlera après. J'ai même noté où est-ce qu'il avait fait ses stages. C'est assez marrant parce que j'ai Mhm. trouvé l'information. Donc oui, il a 22 ans d'expérience. Il a fait 16 saisons chez les Panthers, dont 2 saisons, les 2 dernières comme Director of College Scouting. Et puis après, il a passé chez les Titans. Donc il y est depuis 6 ans. Et il est VP of Player Personnel. Donc voilà, il a. Mhm. J'ai pas trouvé avec quel poste il est rentré chez les Titans, mais j'imagine qu'en 6 ans, il a quand même une certaine progression. Et puis après, il y a son collègue, dont on avait déjà entendu parler, parce Mhm. qu'il avait des liens avec Joe Judge, c'est Monty Osenfort, qui est Mhm. donc a priori le patron de... non, pardon, je te dis une bêtise, puisque lui, il est Director of Player Personnel et non pas VP of Player Personnel. Il a passé son entretien vendredi dernier, il a 43 ans également. Voilà, c'est lui. Première expérience en 2001 chez les Chiefs comme stagiaire en training camp. Puis en 2002, il fait un... Mais il avait quel âge en 2001? donc, 2001, c'était... Il avait 20 ans, quoi, il a 43. il avait 20 ans, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Et en 2002, il a sa première expérience comme stagiaire, première expérience d'un front office comme stagiaire chez les Texans. Et en 2003, il a été embauché par les Patriots. 14 ans chez les Patriots, donc sous la direction de Bill Belichick, puisque Bill Belichick est coach et JM à la fois. Donc il est quand même il sort d'une bonne école. Il a fait 6 saisons comme director of college scouting et il a rejoint les Titans en 2020 seulement. Et il a fait 2 rounds deux tours d'entretien avec les Panthers l'année dernière pour devenir GM, mais il n'a pas été retenu. Donc Ok. voilà. Et le dernier en liste, c'était aujourd'hui, c'était Joe Ortiz, qui lui vient des Ravens. Et après, on en a encore un, je crois, mais qui n'est pas encore passé, qui vient des 49ers. Un ou deux des 49ers? Deux. Alors pour Joe Ortiz, 46 ans, donc si je dis pas de bêtises, c'est le plus vieux de la bande. Enfin, remarque, j'ai pas l'âge Il n'a pas de cheveux, il est chauve. Voilà. T'oublieras pas de mettre les photos C'est pas le seul chauve. en mosaïque pour la vidéo. Donc il a passé son entretien hier. Lui, il est depuis 1998 chez les Ravens. Il n'a fait que les Ravens. Il a Oh la commencé. vache, ah ouais. Donc il a connu un Super Bowl contre nous d'ailleurs. Il a connu un Salaud. Super Bowl contre nous. Il en a même. Ils sont pas retournés au Super Bowl depuis les Ravens, si, puisqu'ils sont retournés avec Joe Flacco, mais ils ont pas. Si, ils ont gagné Si, avec Joe Flacco, il en Flacco. a gagné. Ouais. Voilà, donc il a remporté 2 Super Bowls et en fait il a travaillé pour 2 excellents GM puisque Ozzie Newsome qui a pris sa retraite et qui est au Hall of Fame était l'ancien GM des Ravens et son assistant GM qui aujourd'hui est l'actuel GM, c'est Eric DeCosta. Donc au total il a 24 ans d'expérience. Principalement comme Director of College Scouting, mais aujourd'hui il est Director of Player Personnel. Ok, Voilà. et est-ce que tu peux nous parler du coup des deux gars des 49ers? Alors moi je suis moins fan. Après, c'est dur de juger un mec sur l'équipe dans laquelle il est. Il n'a pas forcément pris toutes les décisions, mais je suis un peu moins fan de l'effectif des 49ers, mais notamment potentiellement du choix du QB qu'ils ont fait cette année. Enfin bon, ça on verra. Et d'ailleurs, avant de parler justement de ces 49ers, juste pour faire une petite parenthèse sur le GM des 49ers, on oublie que le GM des 49ers, c'est John Lynch, qui était qui était il était un safety, si je te dis pas de bêtises. J'allais dire linebacker, mais c'était peut-être un gros safety alors. Alors attends, il était... Son poste, ah bah c'est ça, gros safety. Gros safety. Non, mais en fait, ce qui est très marrant, c'est que on parlait de trouver une pépite sortie de nulle part. John Lynch, c'est quand même un gars qui n'avait aucune expérience officielle, en tout cas dans un front office, puisqu'il a terminé sa saison en 2008. Et en 2017, il est embauché comme GM des 49ers. Alors je crois qu'il avait été en fait analyste NFL, analyste sportif sur différentes chaînes, mais il avait aucune expérience de gestion et il a l'air de s'en tirer quand même pas trop mal comme GM chez les 49ers. Ouais. Non, c'est vrai. Alors il était safety, t'as raison. Alors peut-être que justement tout le succès de John Lynch dépend de ses officiers. Non mais c'est vrai, parce que commençons par Adam Peters. Adam Peters qui est assistant GM, qui en fait est depuis 18 ans
en NFL. Il a eu 8 ans d'expérience dont 8 ans d'expérience chez les Broncos comme Director of Scouting College, et il a rejoint les Niners en 2017 en même temps que John Lynch. Je crois que John Lynch, si je dis pas de bêtises, est passé par les Broncos. Oui, il est passé par les Broncos, donc ils sont peut-être rencontrés à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui? C'est tout. Et puis Rand Carthon, qui lui est Director of Player Personnel. C'est sa première saison comme Director of Player Personnel chez les 49ers, mais avant ça, il a été 5 ans Director of Pro Personnel. Mais j'en sais pas plus sur... C'est quand même des mecs qui ont pas mal d'expérience, hein. C'est pas des gars qui sont là depuis 3 ans, quoi. Non. Ils ont tous une bonne quinzaine d'années d'expérience à chaque fois. Donc, c'est-à-dire qu'au mieux, ils ont... Enfin, tu vois, si on revient à Joe Shane, en fait, il est... Non, c'est pas Joe Shane. Il y en avait un, il en était qu'à sa 2e saison à son poste. Mais derrière, même si c'est sa 2e saison à ce poste-là, au poste auquel il est, derrière, en effet, il y a plus de 15 ans d'expérience. Donc, il y a peut-être que... c'était qui Ryan Pauls qui est le moins expérimenté. Là, si de ce qu'on a dit, de ce que tu as vu, de ce que tu as pu lire, si tu devais donner là ton favori, tu dirais qui? Ou pas forcément celui qu'ils vont choisir, mais celui que toi tu choisirais. Celui que moi je choisirais, c'est difficile à dire. On va dire que si je devais nommer 3 finalistes sur ces 9 candidats, pour moi, il y aurait Monty Ossenfort. Parce que Monty Ossenfort, il a une très grande expérience, il est passé chez les Patriots aussi. J'aime bien le fait qu'il ait travaillé avec Bill Belichick comme Joe Judge, tu veux dire? Non, pas vraiment comme Joe Judge, mais plus dans le sens où tu vois, il a été en charge de l'évaluation des joueurs universitaires. Donc je pense quand tu vois le travail qui a été fait justement chez les Titans, qui ont quand même trouvé pas mal de joueurs talentueux et qui ont réussi à reconstruire leur effectif comme ça, je trouve que c'est une expérience qui est intéressante. Joe Shane est un nom qui fait beaucoup parler de lui. Le fait qu'il soit sponsorisé par Bill Parcells, pour moi aussi c'est quelque chose qui me semble intéressant. Et puis après, en 3e, allez, je vais dire Joe Ortiz, parce qu'il a eu de l'expérience, il a beaucoup d'expérience, et surtout il a beaucoup d'expérience au sein d'une organisation qui a eu beaucoup de succès, qui est celle des Ravens. Ouais, et ben moi je resterai sur un, c'est Joe Shane aussi, parce qu'il a déjà plus d'expérience et qu'il est déjà assistant GM et donc a été plus proche des fonctionnalités directes de ce qui est attendu d'un GM, même si je pense ils savent tous à peu près ce qu'il y a à faire. Je pencherais plus pour lui. Et j'aime beaucoup l'effectif des Bills aussi. Je sais pas quel est c'est difficile à dire pour tous les candidats, quels sont leurs pourcentages d'implication dans tout ça. Il y a beaucoup de monde qui bosse dans ces équipes-là, mais voilà, c'est celui qui a priori me plairait le plus pour l'instant. Ouais. Écoute, moi je pense que il va y avoir encore évidemment quelques jours de réflexion. Tu disais, il va y avoir les entretiens qui vont se réaliser directement chez les Giants. T'es obligé de voir un candidat avant de le choisir de toute façon, vraiment, surtout pour un poste aussi important. A priori, le head coach ne sera pas choisi avant le GM. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il y a certaines équipes qui avaient déjà rencontré des head coachs alors qu'ils n'ont pas encore choisi leur GM, parce qu'on n'est pas les seuls dans cette situation à avoir viré tout le monde. Il y a les Bears et les Vikings qui sont Vikings, aussi. Ouais. Exactement. Les Dolphins ont viré que leur head coach, je crois. Ils ont encore leur GM. Mais voilà, en tout cas, ne pas mettre... faut pas avoir l'espèce le fameux FOMO, le fear of missing out, de se dire il faut absolument vite rencontrer tout le monde, vite embaucher le mec, quitte à... Voilà, tout ça parce qu'on a peur de rater quelque chose. Je pense qu'il vaut mieux prendre le temps, il faut que le GM soit là et qu'il fasse partie de la réflexion sur le head coach. Ils se connaissent, c'est sûr que les différents candidats connaissent les head coachs qui sont disponibles. Potentiellement, on en parlera sûrement au prochain épisode, parce qu'à mon avis, comme ça va se passer, je pense pas qu'il y ait les 2 embauches qui se fassent tout de suite. Donc je pense qu'on aura le temps de faire un podcast une fois que le GM sera connu. On pourra à ce moment-là parler des candidats au poste de head coach et on verra à ce moment-là comment ça peut se passer. C'est Jim Harbaugh parce qu'ils sont plusieurs de la même famille, qui est coach actuellement à Michigan et qui parle de potentiellement revenir en NFL et qui avait fait du bon boulot chez les 49ers. Donc, ouais, mais c'est un con ce type.
Ah bon, bah, je sais pas, mais en tout cas, quand il arrive chez 49ers, il a eu des Ah non, bons bien résultats. sûr. Donc, Non, il a eu des bons résultats, mais il s'est aussi fait un est-ce peu que là, fait- t'es pas prêt à accepter un con un peu chez les Giants si tu sais qu'il va faire du bon boulot? Non, parce que justement, ce que j'allais dire, c'est que Jim Harbaugh, de mémoire, hein, il s'est fait justement dégager, non pas par un manque de résultats, mais tout simplement parce qu'il y avait d'énormes tensions entre lui et le management, et que ça passait plus. Alors pour Brian Flores, c'est pareil. Hein. Le head coach des Dolphins qui s'est fait virer, a priori, la principale raison, c'est qu'il y avait des problèmes justement de tension et de décisions qui étaient prises indépendamment et pas tous en commun entre le GM, le head coach, etc. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'il est parti aussi. Parce que ça fait partie des head coachs que à peu près tout le monde aime bien. Donc, bon. Bah, en fait, tu vois, justement, alors on va pas parler des head coach maintenant, Non. mais Brian Flores fait en effet partie des noms qui pourraient être intéressants. Mais ce qui va être intéressant, surtout de voir, c'est est-ce que le choix du GM va aussi beaucoup. Enfin, oui, naturellement, le choix du GM va influencer la décision du head coach. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si on prend un GM qui vient des Titans, il va plutôt avoir tendance à dire tiens, je vais aller recruter ce coordinateur que je connais bien des Titans, ou pareil pour Joe Shane qui, tu vois, Bien sûr. on parle beaucoup de Brian Daboll, le coordinateur offensif des Bills qui a fait des merveilles avec Josh Allen, et les gens qui se disent bah ça ce serait génial pour les Giants pour remonter l'attaque des Giants. Donc ouais, ça va être très intéressant à suivre, et en effet c'est bien que l'équipe prenne son temps, ne soit pas pressée, enfin ne se précipite pas. C'est-à-dire que bon, faut pas non plus qu'elle laisse filer une opportunité, mais à mon avis, enfin, j'ai le sentiment en tout cas que les candidats au poste de head coach ne vont pas non plus se jeter sur la première offre qu'on va leur faire. Ouais, bien sûr. Parce qu'ils savent qu'il y a de. Ouais, Voilà, ils savent qu'il y a 3 équipes qui doivent choisir leur GM, et ils vont se dire bon, on va peut-être attendre de voir qui vont être les gars qui vont gérer ces équipes-là, parce que pareil, le coach, il a pas non plus envie de se retrouver avec n'importe qui. Bah oui. Tu parlais de l'attractivité du poste tout à l'heure pour le poste de GM, le fait que tous les candidats aient répondu oui quand les Giants les ont appelés, enfin, et aussi les équipes les ont autorisés à y aller, et le signe qu'on reste quand même une franchise attractive. Et je pense que c'est la même chose pour les head coachs. Il y a beaucoup de head coachs qui adoraient avoir le privilège de travailler pour une équipe comme New York qui a un marché énorme, qui a une histoire énorme, et surtout si tu es en duo avec un GM et tu te dis bon allez, ça va le faire et on va remettre cette équipe sur pied, ça t'apporte un énorme prestige. Tu peux aussi te voter comme une merde, hein, mais bon... Ouais. Alors après, je me demande quel est l'intérêt d'un GM. Est-ce que pour faire tes preuves et de faire un nom plus ou moins... En fait là, je me projette moi quand je joue à un jeu de gestion. Est-ce que c'est plus drôle d'arriver... Par exemple, tu joues à un jeu de gestion d'équipe de foot. Est-ce que c'est plus drôle de prendre le PSG qui gagne déjà tout et du coup t'as pas grand chose à faire, ou est-ce que c'est plus drôle d'arriver dans une équipe un peu pourrie où t'as beaucoup de décisions importantes à prendre et où t'as les mains vraiment libres pour faire un peu ce que tu veux? Je sais pas. Est-ce que vraiment un GM, ou quelqu'un qui veut passer GM, préfère arriver dans une situation qui est déjà parfaite, où il n'a pas grand chose à faire, ou est-ce qu'il préfère un vrai défi et arriver dans une équipe où c'est un peu le bordel et il va falloir qu'il prenne beaucoup de décisions impactantes? Bah, si la situation est déjà parfaite, normalement il n'y a pas de recrutement. Enfin, je veux dire, le seul. Oui, non, mais tu vois, il part des décisions plus. Enfin, des situations plus catastrophiques que d'autres. Ouais, non mais voilà, enfin en effet, tu vois, le seul changement de GM récent où en fait l'équipe était pas en lambeaux, c'est justement les Ravens, parce que Ozzie Newsome prenait sa retraite. C'était aussi ce qui s'est passé en 2006 avec les Giants quand Ernie Arcossi a pris sa retraite et a passé le flambeau à Jay Harris. Je pense que c'est un tout, mais à mon avis, la situation des Giants justement n'est pas si catastrophique que ça, parce qu'on a quand même une défense qui est compétitive. Oui. Et ça, typiquement, ça pourrait intéresser pas mal de GM et de coach. Et au final, notre plus gros chantier, on a 2 gros chantiers: la ligne offensive et le poste de quarterback. Parce qu'on y reviendra, hein, mais je pense que mine de rien, Daniel Jones, en ce moment, il doit avoir un peu les fesses qui claquent. Bah, ça, oui, bien sûr, forcément. De par le fait qu'on change de head coach et de GM, c'est sûr. Hein, c'est le quarterback, c'est un peu le choix qui caractérise un GM souvent. Et tu sais, c'est vraiment la marque de fabrique d'un GM. Quand tu arrives à recruter le bon QB, bah, pendant 20 ans, tu vas dire ouais, mais moi j'ai recruté lui. Hein.
Donc oui, c'est vrai que ça peut être important, et donc c'est très possible qu'un nouveau GM qui arrive dise non, moi il me convient pas, je préfère tenter quelqu'un d'autre. Ou alors, comme on l'évoquait au podcast précédent, on lui donne une année de chance, on reconstruit pour l'instant la O-line, on va pas tout de suite se jeter sur un QB, on pense qu'on a des meilleurs l'année prochaine et on verra l'année prochaine. Par contre, là où il pourra faire la diff, c'est sur le QB2. Ça peut être intéressant, voir ce qu'il arrive à nous choper comme QB2. Complètement. Bon, voilà, je te propose qu'on s'arrête là. On a déjà fait 55 minutes, donc c'était quand même assez dense comme podcast. Ouais. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, New York NY Giants FR, et Thiergo sur THIERGOW. Et puis on se retrouve au prochain épisode en espérant qu'on ait choisi un GM et que ce soit le bon. En tout cas, moi j'ai plutôt confiance, ça me plaît plutôt la manière dont les recrutements sont faits, dont ça se passe par rapport à il y a 4 ans avec le recrutement de Gettleman qui était un peu précipité, un peu moins réfléchi, j'ai l'impression. Là, ça me semble sur de bons rails, en tout cas. Ouais, pareil. Enfin bon, on est aussi des éternels optimistes. Hein. On vient de se faire la T50-0. Écoute, moi, je crois qu'il y a eu du positif dans ce match. Ça s'est plutôt bien passé. Mais ouais, hâte de pouvoir. Ouais, exactement. Bah oui, mais on est là aussi parce qu'on croit en cette équipe, et on est là aussi parce qu'on a une communauté derrière qui est au rendez-vous et interagit avec nous, et ça compte quand même beaucoup. Donc on vous dit au prochain épisode avec la sélection du GM, et portez-vous bien d'ici là. À plus tout le monde. Ciao. Salut.